Imagine que tu entres dans une maison silencieuse et que tu remarques comment une radio réveille la pièce avec une musique limpide, comme si elle ouvrait les fenêtres. Ce n'est pas un appareil quelconque, c'est un objet conçu pour le salon, près du canapé et de la lampe. C'est ainsi qu'a commencé l'histoire que nous racontons aujourd'hui, celle d'une marque qui a décidé qu'écouter vraiment bien et vivre entouré de beauté pouvait être une seule et même chose. On parle de Bang & Olufsen, une maison qui a transformé le quotidien en petit rituel. Un voyage né dans un grenier du Danemark et arrivé dans les salons les plus exigeants du monde. Tout a commencé au Danemark en 1925. Deux jeunes pleins d'ambition se sont rencontrés et ont changé leur destin. Ils s'appelaient Peter Bang et Sven Olufsen, et tous deux ont été très tôt fascinés par la radio, ce miracle qui transformait l'air en voix et en chansons. Peter était le fils de l'entrepreneur Camillo Bang et il a grandi à Copenhague avec des privilèges rares pour l'époque, comme la lumière électrique, le téléphone, le gramophone et une voiture familiale. Il a étudié l'ingénierie et en 1924, il est parti aux États-Unis pour acquérir de l'expérience dans une grande usine de radio de General Electric où il a appris à transformer des idées en production réelle et a commencé à imaginer une usine similaire dans son pays. Pendant ce temps, Sven Olufsen cherchait un spécialiste capable de concrétiser ses idées. Et un ami de confiance lui a recommandé de contacter Peter Bang. Sven l'a fait immédiatement et l'étincelle a pris. Le 17 novembre 1925, un petit laboratoire a ouvert dans le grenier du domaine familial des Olufsen, Quistrup. La ville, c'était Struer, à l'ouest de la péninsule du Jutland. Cet endroit n'avait aucun luxe. Il avait de la volonté, des outils et un objectif clair. Ils ont réparti les responsabilités avec bon sens. Peter s'est concentré sur la partie technique et Sven a pris les finances et la gestion quotidienne. Et ainsi, le projet a avancé pas à pas. 2 ans plus tard, ils ont inauguré leur première usine à la périphérie de Struer. Un lieu modeste qui sentait le bois fraîchement coupé et le métal poli. Au début, ils ont fabriqué des pièces dont d'autres avaient besoin pour que la radio fonctionne vraiment. Des transformateurs, des potentiomètres et des composants qui donnaient vie à de nombreux récepteurs. Grâce à ce travail, ils ont gagné en pratique, ils ont été payés pour cela et ils ont appris à écouter ce que demandait le marché. La première grande solution est arrivée en 1927 avec un appareil simple et utile appelé Eliminator. Sa mission était directe, permettre aux radios d'être branchées sur le courant de la maison et d'oublier les batteries. Ce n'était pas seulement du confort. L'appareil fournissait l'énergie directement depuis le réseau et, en plus, il filtrait les bruits provoqués par les fluctuations électriques, ce qui était crucial à une époque où les installations n'étaient pas stables. L'idée venait d'une expérience réelle de jeunesse. Peter avait dû demander de l'argent pour des piles dans ses expériences d'amateur, et il savait à quel point c'était frustrant de se retrouver sans musique au moment où on en avait le plus envie. Avec l'Eliminator, la radio est devenue quotidienne et le produit est devenu un objet de désir associé à 2 promesses claires, fiabilité et coût raisonnable. Grâce à lui, beaucoup de foyers ont allumé la radio d'un geste simple. Et cette simplicité a annoncé la manière de travailler que la marque conserverait au fil du temps. En 1929, ils ont lancé la 5 Ampere, une radio puissante qui a consolidé la réputation de la marque. Elle ne se distinguait pas seulement par son son, c'était aussi un objet qui ressemblait à un coffret à bijoux, posé sur de petits pieds, pensé pour s'intégrer au salon d'avant-guerre sans heurter la décoration. Et comme les meubles bien choisis, elle ne demandait pas la permission de rester. Elle prenait sa place avec discrétion et donnait de la présence à la pièce. Ces appareils alliaient design intentionnel et bon son. Et ils ont aidé le nom de Bang & Olufsen à circuler autant pour son esthétique que pour sa qualité acoustique. Dès le début, une conviction s'est imposée. La technologie devait cohabiter avec la maison, pas s'y imposer. C'est pourquoi les ingénieurs ont conçu leurs appareils comme des objets faits pour la maison, ont utilisé le bois avec justesse et ont soigné proportions et détails pour dialoguer avec l'environnement domestique. Ainsi, l'utilisateur avait le sentiment que la radio faisait partie de sa vie de tous les jours, et non qu'il s'agissait d'un artefact étrange. En 1931, l'entreprise a développé un système de sonorisation pour les salles de cinéma. Ce système a déclenché une demande si forte que l'entreprise a conduit à l'ouverture de sa première filiale pour le produire et le vendre. Le pari a été un succès et,
En 1939, la majorité des salles de cinéma du Danemark étaient équipées de leur système. Pourquoi cela a-t-il si bien fonctionné? Parce que l'expérience était meilleure dès la première minute, des voix nettes, une musique avec du corps et des projections qu'on appréciait sans effort. Les exploitants y ont gagné un public fidèle et la marque a renforcé une idée qu'elle répéterait tout au long de son histoire. Si ça sonne bien et que c'est facile à utiliser, les gens reviennent. En 1934, la maison a introduit un meuble singulier, en avance sur son temps, le Hyperbo 5RG Style. Cette pièce, en forme de siège, intégrait gramophone, enceinte et radio. Sa forme a prouvé quelque chose d'important. Un appareil pouvait aussi être un meuble aimé et il pouvait même inviter à s'asseoir et à écouter comme si la musique était une visite de plus. En 1938, l'entreprise a lancé ce qui a été considéré comme la première radio au monde à touche de présélection, la Master 38 CH. Un an plus tard, elle a présenté une version améliorée, la Master Deluxe 39. Elle permettait de syntoniser jusqu'à 16 stations grâce à des boutons. Et elle a mis le confort au premier plan, parce qu'un simple toucher suffisait pour passer d'un orchestre à un journal d'information. Cette approche de l'usage facile a aidé la marque à obtenir la distinction danoise de qualité. Et ce n'était pas qu'un prix, c'était la confirmation que le chemin choisi avait du sens et que la simplicité bien pensée crée des habitudes. Svend Olufsen ne s'est pas contenté de l'atelier. Il s'est consacré à construire un réseau de distribution sérieux et à créer des canaux de vente qui ont rapproché les produits de tout le pays. Sa manière d'organiser et de structurer l'entreprise a marqué la maison pendant des décennies parce qu'elle garantissait qu'une radio ne se vende pas seulement. Elle serait aussi prise en charge quand il le fallait. Depuis sa fondation, Peter Bang et Svend Olufsen se sont appuyés sur deux principes immuables. Utiliser des matériaux de première qualité et présenter en permanence des idées nouvelles. Cet esprit a abouti à un autre jalon en 1939, avec un nom devenu iconique, Beolit. Ce récepteur est entré en production de masse avec une coque arrondie en bakélite, légère et résistante à la chaleur. Son design rappelait la calandre d'une voiture et il a été une rupture élégante avec le passé. Et il a aussi introduit officiellement un préfixe qui deviendrait familier dans le catalogue, BO. La guerre est arrivée et l'occupation a tout compliqué, mais l'ingéniosité a continué d'avancer. En 1941, la Grand Prix 41 a été lancée. Une radio avec une grande échelle de syntonisation cachée sous un couvercle coulissant qui s'ouvrait quand il le fallait. Une solution pratique pour protéger les commandes et garder une façade épurée. 2 ans plus tard, la marque a introduit sa première radio vraiment compacte, la Mini 43, pensée pour les foyers qui voulaient gagner de la place sans renoncer à une bonne réception. En 1945, l'usine a été détruite par des troupes allemandes et l'élan s'est arrêté net. L'histoire, pourtant, ne s'est pas arrêtée. En 1946, de nouveaux bâtiments ont été construits. Des installations modernes ont été mises en place et la production a repris avec plus d'ordre et de meilleurs processus. En 1947, l'entreprise a fabriqué l'enregistreur à fil Beocore 84U. Considéré comme le premier en Europe de son type et précurseur des grandes magnétophones à bobine. En 1948, elle a présenté le récepteur Grand Prix 48CH, un appareil pensé pour celles et ceux qui voulaient écouter bien, simplement. L'entreprise a aussi connu des pertes lourdes. En 1949, Svend Olufsen est décédé et le projet s'est retrouvé privé de l'un de ses 2 piliers. Malgré cela, la direction est restée fidèle à ses principes et l'idée de concevoir pour la vie quotidienne s'est renforcée. En 1952, le premier téléviseur de la marque a été introduit, le 508S, robuste, avec un son de qualité et doté de petites roulettes à la base pour le déplacer facilement dans la maison. Détail simple, effet évident. Le téléviseur suivait la famille là où il fallait. Dans la première moitié des années 50, l'entreprise a aussi fabriqué des rasoirs électriques, non pas par caprice, mais comme la même philosophie appliquée à un autre objet du quotidien. Matériaux solides, usage confortable et sensation de produit bien résolu. Après 1955, le catalogue s'est recentré sur les radios et une série croissante de téléviseurs
Et cette concentration a consolidé la présence de la marque dans les foyers. En 1957, un designer de poids a rejoint la maison, Ib Fabiansen. Son exigence et son regard ordonné ont donné de la cohérence aux lignes, aux boutons et aux proportions et ont aidé les produits de ces années à partager un même langage visuel. En 1959, le téléviseur 17 pouces Beovision Capri a été lancé avec un corps en teck posé sur des pieds en bois. Il ressemblait à un meuble choisi avec goût, pas à une boîte technique. Cette même année a apporté une autre nouvelle douloureuse. Peter Bang est décédé. Avec lui disparaissait une voix fondatrice, mais la manière de travailler qu'il avait défendue est restée intacte et l'équipe a su la maintenir avec discipline et ambition. Les années 60 ont ouvert une ère de designers progressistes et une volonté d'attirer des talents indépendants. Henning Moldenhauer et Jacob Jensen sont arrivés et la direction a fait confiance à des professionnels ambitieux en leur donnant une liberté créative pour épurer les formes et simplifier l'usage. Avec eux est né un style unique pour la maison, un mélange de lignes nettes et de décisions audacieuses, cherchant à réduire le superflu. En 1964, l'entreprise a présenté des radios à transistors dans des coques compactes et a donné le ton, et le Beomaster 900 de cette époque est devenu une référence du nouveau chemin esthétique. La première pièce que Jacob Jensen a développée pour la marque a été le tuner Beomaster 5000, en version FM stéréophonique. Sa façade rappelait une règle technique et annonçait clairement le ton de son œuvre. Minimalisme, surface douce et commande qui donnaient envie d'interagir. Les matériaux vedettes étaient l'aluminium brossé et les plastiques blancs et noirs. Les boutons et commandes étaient dessinés avec une élégance qui donnait envie de les toucher, et sur certains modèles, on a utilisé des plaques transparentes et de fines lamelles à la place des molettes traditionnelles. Jensen résumait sa philosophie par une phrase devenue le slogan de la maison : « Différent, mais pas étrange ». Pour lui, le bon design exigeait de la créativité, des idées fraîches et la volonté de redessiner autant de fois que nécessaire. En 1967, Jensen a créé une enceinte entrée dans l'histoire pour sa forme cubique, la Beovox 2500, connue sous le nom de Cube. Ce coffret compact abritait plusieurs haut-parleurs orientés sur différentes faces pour remplir la pièce avec facilité. Et il pouvait se placer sur des étagères ou sur des supports sans perdre en présence. Son volume contenu a encouragé beaucoup de gens à renouveler leur salon sans réorganiser leurs meubles. Et son esthétique épurée a confirmé quelque chose que la marque défendait depuis des années. Un bon son pouvait cohabiter avec une pièce sobre, pensée pour la maison. Pendant 27 ans dans l'entreprise, Jensen a participé à plus de 200 produits et a laissé une empreinte profonde sur la manière de regarder chaque détail, de la lisibilité de la façade jusqu'au toucher des commandes. En parallèle, un autre nom clé est arrivé au milieu des années 60, David Lewis. Il a été invité par Moldenhauer et par Jensen lui-même. Lewis, né en 1939 au Royaume-Uni, a étudié à la Central School of Art and Design de Londres et s'est installé au Danemark en 1961. L'un de ses premiers projets pour la maison a été l'amplificateur Beolab 5000, conçu avec Jacob Jensen. Il associait bois et aluminium et il a reçu, en 1967, le prestigieux prix IF. Dès lors, sa signature est devenue reconnaissable grâce à la clarté des lignes et à des décisions qui facilitaient l'usage quotidien. David Lewis a aussi apporté des pièces devenues des références. L'élégant Beolab 6000, le magnétoscope Beocore VX 5000, le système Beosound 9000 avec ses 6 disques visibles, et un chariot se déplaçant avec précision, la chaîne Beosystem 2500 avec des portes en verre qui s'ouvraient quand on approchait la main, les enceintes Beolab 8000 inspirées de tuyaux d'orgue, les Beolab 5 avec leur couronne supérieure pour projeter le son dans la pièce, et le téléphone Beocom 2 au corps courbé. Plusieurs de ces œuvres ont fini exposées au Museum of Modern Art de New York. Une confirmation publique d'une méthode qui unissait utilité et forme avec discernement. Lewis a poursuivi la transformation entamée par Jensen et Moldenhauer. La marque est passée de lourdes boîtes en bois à un monde de verre, d'aluminium et de finition anodisée de haut niveau. Il le décrivait ainsi :
Une révolte contre les boîtes monotones qui remplissaient nos foyers et imposaient un mode de vie pauvre. Il préférait dessiner à la main et éviter l'usage des ordinateurs qu'il jugeait limitants. Il défendait une idée simple et puissante. La véritable qualité ne se mesure pas au nombre d'astuces, mais à la facilité et au naturel avec lesquels on utilise un objet. Plus on rend quelque chose simple, plus cela suscite de l'intérêt. Et cette règle s'est traduite par des façades épurées, des lectures claires et des gestes intuitifs que l'utilisateur apprenait en quelques secondes. En 1972, l'entreprise a offert un cadeau aux amoureux du vinyle, le Beogram 4000. Cette platine vinyle prenait soin du disque avec délicatesse, grâce à un mouvement doux du bras et à une suspension très efficace contre les vibrations externes. Et elle ajoutait une prise en main qui donnait envie d'écouter sans se presser. En 1976 est arrivé un récepteur qui a défini une décennie, le Beomaster 1900. Son profil fin, sa commande tactile et sa réponse immédiate donnaient l'impression que tout était proche et moderne, comme si la technologie s'effaçait pour laisser passer la musique. En 1978, une exposition à New York a réuni des produits de la maison et a livré un message sans détour. La marque n'a pas fabriqué que des appareils, elle a construit une culture de design reconnaissable que d'autres ont prise, pour exemple. Les années 80 ont consolidé cette vision. En 1984, l'entreprise a reçu un prix national qui a reconnu sa manière de concevoir le produit. Un mélange de simplicité d'usage et de présence soignée, déjà identifiable dans n'importe quelle vitrine. En 1985, le téléviseur Beovision MX 2000, signé David Lewis, a été lancé et a marqué une génération. Images solides, coque compacte et un design qui allait aussi bien dans une chambre d'ado que dans un grand salon. Cette décennie a aussi vu apparaître certaines des enceintes passives les plus aimées de la maison, comme la Beovox CX Sound, format contenu, coffret en aluminium et grille en tissu, faciles à placer sur une étagère ou au mur sans voler de place. Malgré les formes audacieuses et les idées nouvelles, l'objectif est resté le même, que les produits soient confortables et simples à utiliser, avec des commandes lisibles et des façades épurées qui donnent envie de toucher. Lewis insistait sur une vérité qui n'a pas vieilli. La technologie avance très vite, mais la complexité ne satisfait pas toujours. La simplicité bien résolue et la haute qualité ne devaient pas passer au second plan. Et cette règle est devenue un critère de design pour tout ce qui a suivi. Dans les années 90, l'entreprise a ouvert ses propres boutiques dans différents pays afin d'organiser des ventes directes et d'éviter les intermédiaires. Progressivement, elle a cessé la production de composants isolés et a misé sur des systèmes audio pensés comme des ensembles complets, à des prix plus élevés que ceux de la concurrence, ce qui correspondait à l'ADN de la maison. En parallèle, divers appareils portables ont été lancés et, avec le temps, ils sont devenus des lecteurs de musique et des téléphones mobiles sous la marque Bang & Olufsen. Cette stratégie a permis de contrôler l'expérience client du début à la fin, du premier accueil en boutique jusqu'à l'installation dans le salon, avec des démonstrations soignées, des conseils personnalisés et un service après-vente qui renforçait la sensation d'un produit durable et cohérent avec l'identité de la marque. Au début des années 2000, la marque est entrée dans le segment du son automobile. Elle est devenue fournisseur officiel de marques très prestigieuses, BMW, Daimler, Audi et Aston Martin. En 2005, le vaisseau amiral d'Audi, l'A8, a intégré un système audio développé par Bang & Olufsen, inspiré de la philosophie acoustique des Beolab 5. À l'allumage, de petits haut-parleurs s'élevaient depuis le tableau de bord, avec un mouvement théâtral qui combinait utilité et spectacle, exactement sur le terrain où la marque se sentait chez elle. La crise économique mondiale de 2008 a frappé fort. Les ventes ont chuté de manière significative et, entre 2008 et 2009, les revenus sont passés de 853 millions de dollars à 528 millions. La cotation a aussi souffert. La direction a élaboré un plan de restructuration incluant environ 300 licenciements au Danemark et l'abandon du développement de nouveaux téléphones, de lecteurs de musique portables et de systèmes indépendants.
L'entreprise s'est recentrée sur ses forces classiques, des produits audio et vidéo de haut niveau et des systèmes sonores pour le secteur automobile. Ce retour au cœur du métier a permis de remettre de l'ordre dans le catalogue et de regagner en confiance. En 2012, une enceinte active était présentée, reconnaissable, même éteinte, la Beoplay A9. Sa forme circulaire, son cadre en aluminium et ses 3 pieds en bois la faisaient ressembler à une lampe moderne. Elle intégrait des amplificateurs, acceptait des connexions actuelles et s'intégrait facilement à des systèmes multi-room, tout en proposant des caches textiles et des finitions permettant de l'adapter à différents styles d'intérieur. En mars 2015, la marque a signé une alliance avec HP pour apporter son expertise sonore aux ordinateurs et aux appareils personnels. La même année, elle a introduit les enceintes actives Beolab 90, de grandes colonnes au sol, au design futuriste, avec 18 transducteurs alimentés par une amplification maison. Le système incluait un réglage fin permettant de coordonner le travail de chaque haut-parleur pour offrir un résultat contrôlé et puissant. En mai 2015, Harman International a finalisé l'acquisition de l'activité audio automobile de Bang & Olufsen. Des années plus tard, Harman est passé sous l'égide de Samsung. En 2017, la division tchèque de l'entreprise a été acquise par la société Tymphany et ces mouvements ont permis de concentrer les ressources sur la proposition centrale tout en conservant l'identité de la marque à la maison. Vers la fin de la décennie, l'entreprise a présenté un téléviseur qui transformait l'allumage en rituel élégant, le Beovision Harmony en 77 pouces. 2 panneaux motorisés s'ouvraient comme des ailes pour dévoiler l'écran. Le modèle offrait une résolution 4K, la compatibilité avec la vidéo à plage dynamique élevée, dont le Dolby Vision, et il fonctionnait avec des services en ligne comme TuneIn et Deezer. Il intégrait un décodeur de 7 points, un canot et s'installait facilement dans des systèmes multi-room, tandis que son travail de l'aluminium et du bois soulignait le goût pour les matériaux nobles. En janvier 2020, l'entreprise a encaissé un revers à cause des ventes décevantes des casques haut de gamme Beoplay H95. À partir de 2020, l'offre s'est organisée en segments clairs, enceintes, casques, téléviseurs et accessoires. Chaque produit de la marque a conservé des traits uniques le distinguant des options standards d'autres fabricants. L'entreprise est restée fidèle à ses idéaux et a occupé une place dans le segment du luxe du monde de l'audio, avec un accent constant sur le design et l'expérience d'usage et une communication davantage centrée sur la qualité, le service et la personnalisation. La stratégie marketing de Bang & Olufsen s'est concentrée sur l'attraction de clients en quête de qualité, d'innovation utile et d'un attrait esthétique inimitable dans la technologie audio et vidéo. En 2018, l'entreprise employait plus de 1000 personnes. Elle a maintenu son siège au Danemark et a continué d'utiliser un petit atelier dédié au traitement de l'aluminium. Ce matériau y était travaillé avec un soin digne d'un joaillier, précision, texture et brillance, maîtrisée. En 2023, la marque a affiché les bénéfices les plus élevés de son histoire et a amélioré ses principaux indicateurs. Aujourd'hui, l'entreprise continue de grandir. Le catalogue comprend des enceintes, des casques, des barres de son et différents accessoires. Sur le site officiel, on affirme quelque chose d'important pour celles et ceux qui valorisent la cohérence de marque. Bang & Olufsen continue d'opérer comme une entreprise indépendante. Si l'on se demande pourquoi la marque a fait rêver tant de personnes pendant si longtemps, la réponse vient d'une somme de petites décisions qui ont fini par former un grand tout. La radio à boutons qui simplifiait la vie, le téléviseur qui se déplaçait avec toi dans la maison, l'appareil dont les portes en verre s'ouvraient quand tu approchais la main, l'enceinte qui ressemblait à une sculpture et remplissait la pièce sans effort. Ce mélange de simplicité et de beauté a transformé le quotidien en petit luxe de tous les jours, et c'est ainsi que la confiance s'est construite. Regardons le parcours avec du recul et relions les époques avec des exemples clairs. De l'Eliminator, qui a libéré la radio des batteries, au Beogram 4000, qui traitait le vinyle comme un trésor. De la Beovox 2500, surnommée Cube, qui remplissait les pièces, au Beolab 8000, qui a redéfini ce qu'une enceinte pouvait être dans un salon. Du Beosound 9000, qui transformait 6 disques en spectacle, au Beovision Harmony, qui faisait de l'allumage une courte cérémonie émouvante.
entre les deux sont restés Beolith comme signature éternelle, Beomaster 900 comme standard, Beomaster 1900 comme geste tactile, Beovision MX 2000 comme téléviseur iconique et Beolab 90 comme déclaration d'ambition. Tout s'assemblait autour d'une même idée, la technologie au service de l'expérience. Et aujourd'hui, la promesse reste intacte. C'est ici que s'arrête l'histoire de Bang & Olufsen, racontée depuis ses tout premiers jours jusqu'à aujourd'hui. Si ça t'a plu, laisse un like, dis-nous ce que tu en as pensé et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos de la chaîne. Merci de nous avoir accompagnés et à la prochaine vidéo.